Bon, bienvenue tout le monde à ce premier podcast de la vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Ce podcast est une continuation en fait de ce que Jonathan a déjà commencé depuis quelques années sur sa chaîne The Symbolic World, qui est aussi un podcast, un podcast, un site web. Puis depuis environ un an, on a aussi un blog dont je suis l'éditeur en chef. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui suivent Jonathan de ce côté-là en anglais, disons. Puis là, on voulait finir par commencer à faire quelque chose en français aussi pour faire des trucs locaux au Québec éventuellement. Fait que ça va être notre premier podcast d'une série sur la vie symbolique. Puis ben, on allait commencer en parlant du symbolisme. On va introduire c'est quoi l'idée, c'est quoi le symbolisme, un peu où est-ce qu'on veut s'en aller avec tout ça. Fait que sans plus attendre, Jonathan, tu peux te présenter pour ce premier podcast? Alors, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Jonathan Pajot. Je suis un artiste. Je fais de l'art liturgique pour les églises, pour les individus, mais les gens me connaissent surtout comme quelqu'un qui parle du symbolisme traditionnel, puis la façon dont le symbolisme s'applique à la vie d'aujourd'hui spécifiquement. Alors, comme Jean-Philippe a dit, ça fait quelques années que je fais ça en anglais, des discussions avec différentes personnes, différents intellectuels sur ma chaîne, sur plusieurs sujets qui touchent à tout des idées traditionnelles comme qu'on trouve dans la religion ou dans la Bible à des interprétations de films, parce que c'est ça un peu. On est dans un moment, en ce moment, pas juste au Québec, mais disons dans le monde entier, surtout dans l'Occident, qu'on a comme une crise de sens. Les gens ne savent plus où se tourner pour trouver un sens à leur vie. Les gens le sentent comme un désespoir ou comme un nihilisme personnel, mais au niveau social, ça se manifeste aussi comme une fragmentation qu'on peut voir vraiment physiquement, là, comme les banlieues où les gens vivent à côté de leurs voisins et ne les connaissent pas. Le fait qu'on n'a plus de centre où on se rejoint, où on réussit à trouver notre identité ensemble. Alors, c'est à toutes ces questions-là à laquelles on va vouloir répondre dans notre podcast sur la vie symbolique, essayer de voir comment les anciennes histoires, les anciennes images, les contes de fées, les histoires dans la Bible, tous des trucs qu'on a souvent vus comme quelque chose d'une mythologie qu'il faut délaisser, qu'au contraire, il y a dans ces anciennes histoires-là vraiment des clés, il y a des façons de voir la vie qui peuvent nous aider à trouver un sens à notre vie aujourd'hui. Alors, c'est ça qu'on veut explorer dans les prochains mois, peut-être dans les prochaines années, sur ce podcast-ci, en français pour les Québécois surtout. Oui, parce qu'en anglais, tu avais commencé surtout de façon un peu inattendue là, avec ton ami Jordan Peterson qui était devenu populaire puis qui t'a amené dans tout ça. Là. Fait que tu t'es retrouvé à faire justement beaucoup de podcasts, beaucoup de conférences avec lui sur des sujets de symbolisme traditionnel. Fait que pour lancer le sujet, ça vaudrait la peine de définir qu'est-ce qu'on veut dire par symbolisme. Alors, une des choses qui se passe en ce moment, disons, c'est un moment assez intéressant parce qu'on est passé à travers une phase où, disons, l'athéisme ou le nihilisme était comme le point de vue de base, là, où on avait l'impression que le monde était arbitraire ou aléatoire. Puis nous, en tant qu'êtres humains, on plaquait un sens par-dessus ce monde-là arbitraire et aléatoire. Mais avec des nouveaux développements dans la science cognitive, on réalise qu'en fait, le monde, il est trop complexe. Il y a autant de complexité dans une goutte d'eau qui tombe sur ma fenêtre qu'il y a dans une personne ou dans un phénomène plus complexe comme une ville. C'est-à-dire la complexité est comme quasiment infinie dans chaque chose qu'on peut percevoir. Alors ça a amené les scientifiques ou les philosophes à se poser la question, mais comment c'est possible qu'on peut voir des phénomènes qui deviennent un? C'est-à-dire comment on peut reconnaître les identités des choses? Pourquoi on ne voit pas juste les morceaux des choses qui se multiplient dans la complexité. Puis, disons, la vie symbolique ou la vision symbolique, c'est une réponse qu'on offre à ce problème-là, c'est-à-dire que le monde, il se manifeste à travers l'intelligence humaine, à travers des structures. Ces structures-là, ils ne sont pas subjectives dans le sens de différents pour chaque personne. Au contraire, c'est des structures qui sont objectives. Puis ces structures-là, ils informent nos histoires, notre façon d'interagir les uns avec les autres. Puis ils se manifestent à tous les niveaux de la réalité, là, soit que ce soit comment une ville est constituée, que comment une personne est constituée, ou que ton expérience à tous les jours, à tous les moments est constituée. Fait que le symbolisme, c'est d'essayer de voir les structures à travers lesquelles le monde se présente à nous, les patterns qu'on pourrait dire, puis de voir que ces patterns-là, ils se répètent
puis on peut les reconnaître, puis on peut participer dans ces patterns-là. Puis une fois qu'on les voit et qu'on les reconnaît, on commence à reconnaître ou à comprendre à quoi servaient certaines choses qu'on a délaissées dans le passé, comme des rituels, comme les anciennes histoires, parce que c'était des méthodes pour renforcer, pour nous aider à participer dans ces structures-là qui sont universelles, là, qui sont comme, on pourrait dire, la façon dont la réalité elle-même se présente à nous. Ouais. Pour comme essayer d'aller préciser ça, je pense que c'est utile de prendre un exemple spécifique. Fait que là, tu as dit, entre autres, un des exemples que tu as mentionné, c'était l'esprit humain, puis tu as parlé un petit peu avant de sciences cognitives, là. Puis, comme un des bons exemples pour commencer à penser le symbolisme, je pense, c'est vraiment d'y aller avec l'humain, là, parce que c'est comme une des grosses places où justement il y a eu ce genre de choc-là en sciences cognitives, là, où ben, pendant longtemps, on voyait qu'on faisait plein de progrès en voyant les choses de façon matérielle. On va réduire les choses à leurs composantes, on va étudier ces composantes-là, puis après ça, une fois qu'on comprend comment les composantes s'assemblent, ben, on va avoir compris tout ce qui se passe. Fait que, on était bon pour faire ça avec un paquet d'affaires. Là. On était capable de. Tu peux étudier comment différentes boules de billard ça ne frappe pas ensemble. Tu peux étudier comment des boules de billard roulent sur des plans inclinés, puis tout ça. Puis là, tu peux faire comme de plus en plus de la physique à petite échelle, puis comprendre comment plein de choses se passent là, au niveau de causalité matérielle, des choses qui suivent des lois. Là, puis tu peux expliquer plein d'affaires, tu peux construire plein de choses, puis c'est génial. Puis pendant longtemps, ça faisait tellement disons, de progrès continu que c'était facile de perdre de vue un peu plein d'autres choses. Mais là, il y a plein de murs là, qui ont été frappés dans diverses sciences, en fait. Puis un des gros qu'on voit depuis quelques dizaines d'années, là, c'est quand on s'intéresse à l'humain, puis spécifiquement à l'esprit humain. Puis là, mettons, l'idée de la conscience, le fait que nous, on voit des qualités dans les choses, qu'on dirait que, tu sais, moi, j'ai pas l'impression que quand je vois les choses, je suis juste comme un ensemble complexe de quantités mathématiques, là. On dirait que je vois vraiment comme des couleurs, des sons, des émotions, tous ces trucs-là qui ne sont pas clairement réductibles à des mathématiques. Puis même quand les premiers scientifiques essayaient d'évacuer les qualités du monde pour faire des mathématiques comme Galilée, par exemple, Galilée, comme il ne doutait pas qu'il y avait des qualités là, quelque part, mais il ne voulait pas les mettre dans le monde. Il a dit les qualités sont juste dans notre tête parce que comme ça, je peux faire mes maths dans le monde, puis ça explique tout ce qui se passe dans le monde. Puis ça, on faisait ça pendant longtemps, puis ça faisait tellement de progrès dans le monde extérieur qu'on continuait, puis on ne se posait pas trop de questions, mais ça a comme explosé dans les dernières 3-4 décennies, peut-être, en philosophie de l'esprit, en sciences cognitives, parce que là, on voit que c'était bien beau pendant longtemps, mais on dirait qu'on fait absolument aucun progrès pour comprendre l'esprit humain, puis on devient peut-être même pire pour comprendre l'esprit humain. Fait que là, il y a un flip, on essaie de comprendre la conscience, les émotions, ces trucs-là qui ne semblent pas être matériels, comment est-ce que ça peut bien fitter? Puis, c'est après ça, ça peut nous servir une fois qu'on essaie de refaire le lien, là, que ben, je ne dois pas être juste de la matière, là, je ne suis pas juste des mathématiques. Là. Derrière les équations que je vois, il va y avoir une raison pour ça. Là. Il n'y a pas juste comme de la matière vide, là. Il y a quelque chose dans cette matière-là. Il y a des essences, disons, qui expliquent comment les choses se comportent. Puis une fois que tu es capable de voir que, bon, effectivement, quand disons, j'essaie de juste faire l'introspection sur moi-même, là, je vois que je ne suis pas juste de la matière, j'ai aussi une conscience. Puis ça, c'est, disons, de mon côté. Mais c'est ça pour d'autres personnes aussi. Il faut qu'on apprenne à voir l'esprit des autres personnes. Puis ça prend de la pratique d'ailleurs. Là. Quand on est un nouveau-né, on n'est pas capable de percevoir les esprits des autres personnes. On n'est pas capable de percevoir leurs émotions. On n'est même pas capable, au début, un nouveau-né n'est même pas capable de percevoir une personne comme en soi une personne. C'est même pas clair où est-ce que le nouveau-né commence, où est-ce que le monde finit. Ces trucs-là ne sont pas clairs. Ça se développe avec le temps. Puis avec le temps, les gens sont capables de voir, OK, quand je regarde Jonathan présentement, là, je ne vois pas juste un paquet de cellules là, désagrégées là, qui m'envoient des photons. Là. Je suis capable de voir, OK, d'un, il y a un corps là, qui est défini, là, il arrête à quelque part dans l'espace, il commence à d'autres endroits. Il y a des émotions derrière ça, il y a toute une histoire, il y a des motivations, des choses. Il faut qu'on apprenne à voir ces trucs-là. Puis avec le temps, on devient meilleur pour percevoir disons, justement les émotions des autres personnes. On devient meilleur pour percevoir leur narratif, leur motivation, des trucs comme ça. Donc là, on apprend à voir à travers les niveaux de réalité, disons. On apprend à voir derrière la multiplicité de Jonathan, là, il y a une unité, il y a une histoire. Tu n'as aucune des mêmes particules que tu avais quand tu étais un enfant à 3 ans, là, mais tu es quand même le même Jonathan. Tu as quand même la même histoire invisible derrière tout ça. Oui, c'est ça. C'est une des exemples que j'utilise est semblable à l'exemple que tu as utilisé, c'est-à-dire la notion de reconnaître quelqu'un quand que tu vois un visage puis tu reconnais la personne dans ce visage-là. Il y a quelque chose qui transcende les morceaux du visage. Puis tu peux avoir cette expérience-là. Moi, ça m'est déjà arrivé quelques fois où je rencontre quelqu'un puis au début, je ne me souviens pas c'est qui.
Fait que là, je regarde son visage, puis je vois juste un visage, c'est très neutre. Puis là, tout d'un coup, je le reconnais. Puis là, quand je reconnais la personne, elle apparaît vraiment. C'est comme si même la forme du visage, elle change devant mes yeux. Puis j'arrive à voir la qualité. J'arrive à voir quelque chose qui est au-delà de juste les phénomènes. Mais cette expérience-là, elle est réelle. C'est-à-dire de nier cette expérience-là ou de dire que c'est une expérience superficielle, c'est exactement le genre de gestes philosophiques qui mènent nulle part parce qu'à un moment donné, on revient toujours au problème qu'on est une personne dans un corps qui a une expérience. Puis cette expérience-là, toute la science, toute la mathématique, tout le côté, toute l'espèce de réduction physique qu'on peut faire en science, elle est tout de même arrivée à travers cette expérience-là, cette première expérience-là du monde, là, du phénomène qui se manifeste. Puis le phénomène, on ne peut pas le réduire à, comme souvent les gens, ils vont dire des choses comme ah oui, tu es heureux ou tu es malheureux parce que tu as tel produit chimique qui part dans ton cerveau. Mais cette affaire-là, ça n'explique pas mon expérience. C'est-à-dire, moi, je ne le sens pas, ce produit chimique-là. Moi, j'ai l'expérience de la joie ou de la tristesse. Si je n'ai pas d'expérience d'endorphine, ce n'est pas une expérience que j'ai vraiment, ça. Tu n'as pas une multiplicité disons, de différentes hormones puis de substances chimiques, là, comme des milliards de différentes molécules qui se promènent dans toi. L'expérience d'une unité, d'une certaine émotion, là, de ce qui se passe derrière tout ça. Là. Puis même, là, on a eu les deux plusieurs conversations avec John Vervaeke, un scientifique cognitif à l'Université de Toronto. Puis comme, il y a un bon exemple d'un flip là, qui se passe en sciences présentement parce que justement, une fois qu'on a, disons, on est allé voir toute la multiplicité qu'il y a, on se rend compte que ben, c'est pas clair quand même qu'on puisse expliquer les unités qui rassemblent toutes ces multiplicités-là. Par exemple, là, on vient de parler d'une émotion. Là. Derrière tout un paquet de, de substances chimiques qui se promènent dans notre corps, pourquoi est-ce qu'on ressent une unité qualitative, là, vraiment une émotion? Puis, si on regarde juste les trucs à bas niveau aussi, c'est même pas clair qu'on réussit à expliquer causalement les choses qui se passent. Là, on dirait que c'est juste un flou. Tu as une espèce de, de bout là, que même si tu veux rester dans un monde scientifique, tu ne peux pas expliquer comme vers où ça s'en va. Puis les solutions, comme même en restant dans un cadre scientifique auquel les gens doivent se résoudre, c'est de parler de phénomènes à plus haut niveau qui agissent comme des contraintes sur ce qui se passe à plus haut niveau. Fait que, tu as une multiplicité de neurones, par exemple, là, qui s'échangent un paquet d'affaires, mais si tu regardes, disons, le cerveau dans l'environnement comme un tout, plus comme une multiplicité, mais comme un tout, là, comme un ensemble. Après ça, cet ensemble-là va contraindre toutes les façons dont les neurones peuvent se comporter comme une boîte. Là. Puis à cause de ces contraintes-là, au lieu d'avoir juste une boue, tu vas avoir des comportements précis. Fait que dans des nouvelles versions de philosophie des sciences, il va y avoir plus, disons, des niveaux qui se passent dans le monde. Puis à chaque niveau, tu as comme des potentialités puis des patterns. Puis ben, l'esprit humain, par exemple, c'est un pattern qui va influencer les potentialités en dessous de nous. Puis on peut même le savoir dans notre conscience, on le ressent. Là, quand, quand je vois des choses devant moi, là, comme je ressens comme des potentialités là, qui s'offrent à moi. Là. Je peux comme zoomer sur des choses, puis j'ai des actions que je peux faire ou je ne peux pas faire. Puis moi, comme je contrains ces possibilités-là pour voir les choses vers lesquelles je m'en vais effectivement. Fait que c'est sûr qu'on est en train de voir un flip intéressant, là, où même, comme à partir de certaines sciences, on doit avoir recours à des langages plus symboliques pour expliquer comment les multiplicités peuvent devenir des Des unités. unités, c'est ça. Ouais. Le mot qu'il utilise, c'est le mot émergence pour essayer de parler de ce saut-là d'un niveau à l'autre, c'est-à-dire, disons, au niveau des molécules, ben, tu as une multiplicité de molécules, mais nous, puis après ça, au-dessus de ça, tu as une expérience qualitative, disons, de l'eau. L'eau, elle est mouillée. Ça, c'est une qualité qu'on explique à travers l'expérience, puis qui ne peut pas être réduite au niveau moléculaire ou au niveau atomique. Il y a comme des sauts de qualité. Puis ces sauts de qualité-là c'est intéressant parce que ça nous ramène carrément à Aristote ou à Platon. C'est comme si la pensée, les anciennes pensées reviennent parce qu'on réalise le problème comme tu dis, des patterns plus hauts qui vont informer ou qui vont comme contraindre les potentialités qui sont les plus basses. Mais ce à quoi on veut amener les gens à comprendre, c'est que la façon dont ça se manifeste, ça a une structure, ce n'est pas aléatoire. Cette structure-là, elle a rapport avec la notion d'identité ou la notion de la chose qui
qui amène la multiplicité ensemble vers le un. Alors, cette identité-là, elle se manifeste dans la multiplicité. Fait que l'image que tu as, c'est comme un peu l'image d'une montagne. Puis en fait, ce n'est pas juste l'image d'une montagne, mais tu peux le voir aussi comme une roue, par exemple, avec un centre puis avec des rayons, ou une roue en 3 dimensions comme une montagne qui monte comme ça, vers le centre, qui est la raison, disons, pour n'importe quel phénomène. Puis là, après ça, toutes les multiplicités de ce phénomène-là qui s'en vont vers les exceptions, vers les choses qui sont comme pas cette affaire-là, disons. Alors ça, c'est vrai autant pour une chaise que pour une personne, que pour une ville, que pour n'importe quelle chose que tu peux identifier comme ayant une identité va participer à ce genre de symbolisme-là. Puis en voyant ça, c'est là qu'on commence à reconnaître que les anciennes histoires, comme par exemple les histoires de Moïse qui monte la montagne puis qui va rejoindre Dieu, puis qu'en haut de la montagne, il reçoit la loi qui va comme maintenant contraindre les potentialités des gens qui sont en bas. Puis là, tu réalises, OK, ça ne parle pas juste d'une affaire qui est arrivée il y a comme tant de 1000 ans dans le passé, puis que je ne comprends pas parce que ça a l'air tellement bizarre, mais que par la structure même de l'histoire, c'est en train de me montrer c'est quoi la forme de la réalité. Fait que cette histoire-là de Moïse qui monte la montagne, qui reçoit la loi, bien, c'est la même chose que disons, une identité supérieure qui va contraindre les potentialités qui sont en bas de lui. Là. Tu sais, comme, disons, un exemple que tout le monde peut avoir comme expérience, c'est que si tu es attentif à toi-même, tu vas réaliser que tu as plein de pensées qui passent de même. Ouais. Des fois, tu vas avoir plein de pensées qui arrivent de nulle part, des trucs bizarres, des sensations, des sentiments. Puis, si tu ne peux pas t'attarder à toutes ces pensées-là, il faut au contraire que tu aies quelque chose quelque chose qui t'unit puis qui va contraindre ces pensées-là pour t'empêcher d'être schizophrène, pour t'empêcher d'éclater dans toutes sortes de directions. Mais ça, c'est une expérience qu'on a. Puis, on a aussi l'expérience de gens qui ont de la difficulté à faire ça. Puis, on peut voir le résultat. On peut voir des gens qui ont tendance à sauter d'une affaire à l'autre, qui sont fragmentés, aussi qui sont affectés par n'importe quoi, qui ne sont pas capables de contraindre leur expérience. Fait qu'on peut voir ça, on peut l'avoir, cette expérience-là, personnellement. Ça peut être l'expérience d'une chaise ou l'expérience d'une ville, mais c'est aussi l'expérience de ta propre unité d'être, puis ta multiplicité qui est comme en dessous de ça, qui a tendance à monter, disons. Là. Ouais, tu as donné l'exemple d'une chaise et d'une ville. Là, ça pourrait être bon de passer à travers un petit peu. Là. Entre autres, la chaise. Je pense que c'est peut-être mieux de commencer avec la ville parce qu'ironiquement, c'est plus facile à comprendre peut-être que la chaise. Là. Fait que, tu sais, dans la ville, par exemple, tu parlais de Moïse et de la loi, là, mais c'est vraiment une bonne image. Il y a un paquet de trucs, puis tu en as déjà parlé dans plein de vidéos en anglais. C'est l'idée que c'est possible, mettons, pour nous, là, les citoyens d'une ville. Par exemple, nous, on est les citoyens on est au Québec, là, ben, on est du potentiel pour le Québec. Là. On est contraint par toutes les lois qui se passent au Québec. Je ne sais pas, le Legault peut envoyer quelque chose sur les médias sociaux, sur les règles à respecter avec la COVID. Puis là, nous, on est contraint par ça. Comme ça, on va être informé par ça de la même façon que moi, je peux informer la façon dont mes doigts vont bouger, par exemple, à l'instant. Là. Puis on peut aussi, nous, envoyer des signaux vers le haut, là, de la même façon que si je touche quelque chose avec ma main, ça envoie un signal vers ma tête avant que la tête réponde. Mais je peux aussi écrire au gouvernement, là, si je veux, puis le gouvernement va répondre aussi. Là. Il y a des principes, il y a toutes sortes de lois qui régissent le Québec. Il y a tout un appareil qui me permet d'acheminer des choses vers le gouvernement. Puis en retour, ben, le gouvernement me contraint là, avec des lois, avec des réponses, etc. Exactement. Puis l'idée de la ville ou de la nation, c'est vraiment une bonne idée parce que même dans notre langage, on utilise des termes, l'idée du corps politique, l'idée de la nation comme une genre de grosse famille. Bien, on peut voir comment ces réalités-là ils existent à plusieurs niveaux. Nous, on est, disons, on donne la capacité d'action, les individus donnent la capacité d'action à l'État. Alors, d'autres à différents niveaux, par exemple, les policiers vont avoir une fonction, les juges, tous les gens qui travaillent pour la ville, mais les citoyens, eux autres, payent des taxes. On redonne, disons, notre potentialité, une partie de notre potentialité vers l'État. Puis l'État, ce qu'elle nous offre en échange, c'est cette unité-là. Cette unité-là est importante parce qu'elle va nous offrir une défense contre les choses extérieures qui pourraient venir. Ça, c'est la même chose pour une personne. Ton unité d'esprit, disons,
c'est ce qui va te donner une défense contre être influencé par toutes les niaiseries qui peuvent se présenter vers toi. Tu sais, n'importe quelle pensée ou n'importe qui vient et qui te dit quelque chose, tu ne vas pas nécessairement le croire immédiatement ou tu ne vas pas le suivre immédiatement parce que tu as comme cette unité-là d'esprit qui te tient ensemble. Mais c'est la même chose pour une nation. La nation, elle donne une unité au peuple, puis elle protège le peuple contre la corruption, contre toutes les choses internes aussi qui peuvent mal aller. Ça l'offre comme une genre de couverture disons, au corps, là, un peu comme toi, disons, ta tête ou ton unité de toi va faire la même chose. Si tu te cognes un doigt, puis là, tu as mal, bien, ta volonté va vouloir t'en occuper, tu vas mettre un bandage, tu vas faire des choses pour t'occuper de ton doigt, parce que ton doigt, il s'occupe de toi aussi. Tu en as besoin pour faire les choses que tu fais. Mais l'État fonctionne de la même façon. Quand ça va bien, ça fonctionne de la même façon, mais ça peut aussi devenir corrompu, ça peut commencer à se défaire. Et, disons, la fin d'un État ou la fin d'une ville ou la fin d'une civilisation, bien, ça ressemble, c'est analogique à la fin d'une vie humaine. Ouais. Ça se fait de la même façon. Il y a des maladies qui se manifestent. Ces maladies-là, ils peuvent prendre le contrôle, ils peuvent infecter l'autorité. L'autorité peut devenir corrompue. Puis là, tout d'un coup, elle n'agit pas comme il faut. Puis là, ça crée une brisure dans la confiance qu'il y a entre les niveaux. Puis là, à ce moment-là, ça commence à mal aller. Si ton corps commence à agir différemment de ta tête, ou si ta tête ignore ton corps, si tu as mal à ton bras puis tu l'ignores, un moment donné, tu as la gangrène puis ça commence à monter, puis si tu ne fais rien, bien, ça va tuer l'être. Oui. Et tu sais, ça nous aide déjà à comprendre, mettons, pourquoi c'est utile d'étudier un paquet d'histoires, là, parce que ça, des histoires, par exemple, qui t'expliquent comment des groupes se comportent, je sais pas comment les vampires se comportent dans des groupes versus Moïse, par exemple, mais en comparant ce genre d'histoire-là, ça dit des choses comme qui s'appliquent à toutes les organisations où tu as une tête puis un corps, là, où tu as une hiérarchie comme ça s'applique à ton corps, ça s'applique au gouvernement, ça s'applique à une église, ça s'applique à une famille, puis ça s'applique même à des choses plus petites, comme là, tantôt, on donnait l'exemple des chaises. Là, c'est sûr que tu arrives à des choses plus simples qu'un corps ou qu'un gouvernement, fait que le pattern va être plus condensé, disons. Tu n'auras pas le même genre de récit aussi riche que tu as chez un humain ou dans une ville, par exemple, mais tu peux quand même le voir, le pattern d'une essence puis d'une potentialité dans même la chaise. Oui, parce que la chaise, elle est faite à partir de plusieurs morceaux, elle a plusieurs éléments, elle a une multiplicité. Puis moi, j'ai la capacité de voir la chaise comme au lieu de voir des morceaux de bois, puis de la couleur, puis des morceaux de tissu. Au contraire, je suis capable de percevoir l'unité dans cette chaise-là. La raison pourquoi je peux le percevoir, c'est dans sa qualité, c'est dans sa raison. Elle existe pour que je puisse m'asseoir dedans. C'est ça le but d'une chaise. Puis je peux reconnaître quand la chaise, elle accomplit son identité, c'est-à-dire qu'elle a la fonction qu'elle doit avoir. Puis si la chaise, elle n'a pas la fonction qu'elle doit avoir, à ce moment-là, elle va apparaître comme une chaise qui est dysfonctionnelle, une chaise qui est brisée, puis finalement, pas une chaise du tout. Si je la fais éclater complètement, à un moment donné, je ne suis plus capable de voir l'unité qui la retient ensemble. Puis là, elle cesse d'exister comme chaise. Elle existe juste comme des morceaux, des fragments brisés. Ouais. Cette structure-là, c'est la même structure que la montagne. Quand on nous dit une montagne, c'est important une montagne parce que la raison pourquoi c'est une montagne, disons dans la Bible ou dans d'autres traditions, c'est que c'est exactement la pyramide. Là. Ça part de 1 puis ça s'en va vers le beaucoup. Fait que le beaucoup, là, c'est ça les potentialités. Fait que tu as la raison de la chaise qui est en haut, qui est tu peux t'asseoir dedans. Puis là, tu as les morceaux de bois, tu as les éléments plus conceptuels en premier, le fait qu'il faut que ça ait 4 pattes, le fait qu'il faut que ça ait un siège. Puis après ça, de plus que tu descends, plus que tu t'en vas vers, ça peut être fait en bois, ça peut être fait en plastique, ça peut être fait pour que ça soit fait en quelque chose, sinon tu ne peux pas l'utiliser. Puis là, tu descends vers la potentialité. Puis c'est comme ça que ça marche. Ça va vers le 1, vers le multiple, comme une société fait la même chose. Disons, tu as le roi, c'est un exemple d'une société traditionnelle. Donc, tu as le roi, tu as une genre d'aristocratie, tu as les chevaliers, tu as les fonctionnaires publics, tu as les gens. Puis après ça, tu as ceux qui travaillent et qui fournissent leurs mains, leur travail, leur argent pour faire fonctionner tout le système. Oui. Puis un truc qui est le fun à expliquer, mettons, pour les gens, je ne sais pas, qui seraient plus matérialistes et qui écouteraient, là, par exemple, je sais pas, tu regardes la chaise, puis là, ça peut être c'est plus facile d'être sceptique, mettons, sur l'idée qu'il y a une essence à la chaise, là, versus
il y a moins de gens qui doutent du fait que l'esprit humain existe et qu'il n'est pas réductible à la matière. C'est trop difficile de nier notre propre conscience. Il y a pendant longtemps des gens qui essayaient, mais là, il y a de moins en moins de monde qui le font. Mais même dans le cas des chaises, il y a comme un autre genre d'argument qui ressort là, présentement en sciences cognitives, mais en philosophie de la physique aussi, là, où si on essaie en fait de réduire comme la chaise éventuellement à juste une multiplicité, puis dire non, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de finalité à la chaise, par exemple, mais tu arrives à l'argument des crunchers là, de NetBlock, l'idée qu'en fait, au début, ça peut être plausible de dire ce genre de truc-là quand tu étais, mettons, au 20e siècle, là, quand on dirait que comme tu pouvais dire, OK, qu'il y a des petits constituants là, qui font toutes les choses, des petits atomes, là, puis ça finit là. Mais en fait, aujourd'hui, on en est plus à un point où, au bas des choses, là, si tu essaies juste de réduire la chaise au plus fondamental, en fait, tu arrives à juste comme un genre La de flou. potentialité. Ouais, C'est juste de la potentialité. ouais, C'est ça. Même au niveau scientifique, le niveau le plus bas, c'est des possibilités d'existence. ouais. C'est même plus juste des particules qu'on peut identifier, c'est juste des possibilités de manifestation de particules. Ouais. Fait qu'on Aristote retombe serait vraiment super à content. Aristote, c'est Ouais, incroyable. ouais, c'est ça. Aristote serait super content, il ne serait pas surpris, là. Il y a un gars, un thomiste américain qui s'appelle Edward Feser, qui a écrit un book, je pense qu'il l'a sorti en 2019 ou 2018, là, qui s'appelle justement La revanche d'Aristote. Là-dessus, là, c'est un super bon livre, là, parce qu'il explique, il y a plusieurs niveaux de la réalité où tu as ce genre de problème-là aujourd'hui dans les sciences, là. Fait que même dans la chaise, là, on doit dire qu'il y a un vrai pattern qui informe la chaise, puis qui explique pourquoi elle ne fait pas juste, disons, se dissoudre en potentiel, là. Pourquoi est-ce que. En plus, il y a tout un paquet d'échanges, là, en fait, avec la chaise puis les trucs environnants. Il échange comme des électrons, des molécules. Ça change tout le temps, là, mais Oui, reste que c'est que ça la reste une chaise. solidité de la matière auquel les gens ont pu croire dans le passé, l'idée que la matière, c'est solide. Fait que on peut voir que la chaise est quelque chose parce qu'elle tient ensemble physiquement. Fait que là, on pourrait à la limite penser ça, mais ça, c'est vraiment juste un certain niveau de réalité. Quand tu descends dans les niveaux plus bas, il y a comme une porosité incroyable, puis il y a comme de l'espace. Au niveau comment je pourrais dire, au niveau de scale, là, au niveau de la grandeur, il y a autant d'espace entre les particules d'une chaise qu'il y a d'espace entre les personnes dans une ville. Il n'y a pas plus d'espace entre les particules d'une chaise au niveau de la grosseur de la chaise qu'il y a entre les personnes dans une ville. Fait que Ouais, finalement, l'idée que quelque chose est physiquement ensemble, ce n'est pas assez pour expliquer l'unité de quelque chose. Fait ouais, qu'autant que tu peux percevoir l'unité d'une chaise, tu peux aussi percevoir l'unité d'une ville ou l'unité d'une famille. ouais, ouais. Puis, OK, fait que là, on a parlé un petit peu, on a continué de parler de la chaise. Puis là, j'aurais envie de retourner, disons, un autre aspect là, de la chaise ou du symbolisme, là, c'est le fait que ça prend de la pratique pour développer notre perception de ces patterns-là. Parce que puis là, l'exemple de ouais, la montagne est utile, je pense. Là. Pourquoi est-ce que dans autant de traditions, la montagne est utilisée comme un, un symbole de, de l'ascension vers les principes, là, de l'ascension vers Dieu, là, carrément souvent, là, ben, on peut le regarder, il y a un paquet d'analogies là, qui se passent, là, entre autres le fait que même comme directement, là, quand quelqu'un monte la montagne, là, quand tu montes, tu es rendu à un point où tu vois toutes les choses en bas, là, tu vois la potentialité. Tu es à un niveau plus abstrait, disons, tu es comme déconnecté de la Terre, fait que tu n'as pas, disons, le pouvoir concret que tu as de construire les choses quand tu es comme à la Terre, là, mais tu as, une vue d'ensemble, tu es capable de voir les choses, d'analyser qu'est-ce qui se passe. Puis dans plein de traditions, c'est des lieux vraiment de grosses expériences spirituelles parce que quand tu fais cette expérience-là, toi, là, comme physiquement, là, de monter la montagne, de partir disons, du bas de la montagne, là, où il y a juste il y a de la terre, il y a des arbres, là, c'est un petit peu le bordel, la multiplicité. Là, tu vois pas, t'es pas capable de voir même très haut. Après ça, en montant progressivement, tu t'atteins comme de plus en plus d'unités. Tu peux rassembler en une expérience consciente de plus en plus Plus de de choses. potentialité, c'est C'est ça. ça. Fait qu'en faisant ça, ça te fait comme pratiquer à passer de la multiplicité à l'unité en visuellement, là, en montant de montagne. Puis ça va transférer après dans plein d'autres capacités que tu as chez toi là, à percevoir des unités derrière des multiplicités. Là. Fait en montant la montagne, par exemple, là, qui te permet de passer de la multiplicité à l'unité, tu vas peut-être être meilleur pour percevoir, par exemple, comment percevoir l'unité dans ta famille, par exemple. Là, tu peux Mhm. avoir une lumière sur comment par exemple, gérer les choses dans ta famille. Puis là, tu peux redescendre avec une loi comme Moïse à comme expliquer comment. Maintenant, je vais essayer d'implémenter ça, par exemple, dans ma famille pour que ça aille mieux. Fait que Oui, parce qu'un des problèmes qu'on a eu, c'est à cause disons, la révolution de Galilée puis de Copernic, c'est que la verticalité comme expérience, elle a été relativisée. Fait que là,
on dit, ben oui, mais de toute façon, c'est toute une illusion. Dans le fond, la Terre, elle tourne autour du Soleil, puis la Terre est ronde, il n'y a pas de haut, puis il n'y a pas de bas. Mais c'est que malgré cette capacité de concevoir ça, c'est pas ça ton expérience de la réalité. Ça serait jamais. Il y a tellement peu de personnes qui vont avoir cette expérience-là de la réalité. C'est une expérience extrêmement marginale. Encore, la majorité des gens, leur expérience de la réalité, c'est cette verticalité-là. Puis cette verticalité-là, ce n'est pas du tout subjectif. C'est une expérience objective que tout le monde a. Tout le monde qui monte une montagne a la même expérience de voir disons, l'aspect fragmenté ou l'aspect particulier de la réalité se transformer en vision plus unie puis plus complète de ce qui est sous eux. Bien, ça, cette expérience-là, c'est universel. Puis à ce transfert partout dans notre façon de parler, à chaque fois qu'on parle de qualité, à chaque fois qu'on parle de quelque chose qui est meilleur qu'autre chose, on le conçoit comme une hiérarchie. Fait qu'on va dire, puis même dans une organisation, cette personne-là est plus haute que cette personne-là. En anglais, on dit beaucoup, on dit it's a higher, c'est un plus haut, Ouais. c'est une raison plus élevée. Alors, On dit un supérieur en français. C'est supérieur. Le mot supérieur, c'est parfait. C'est quelque chose de supérieur. Alors, quand on dit ça, on implique la verticalité. Puis nous, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que cette expérience-là, elle est constitutive de la réalité. On ne peut pas l'échapper. Puis elle nous donne, c'est analogique à la façon dont autant comme tu as dit, quelqu'un qui physiquement monte la montagne, que quelqu'un qui tout à coup, disons, est en train de regarder un puzzle ou qui est en train de regarder un énigme quelconque, puis là, il voit la solution qui s'élève au-dessus des particularités. Bien, ça, c'est la même expérience que la personne qui monte la montagne. C'est juste transposé dans une autre expérience. Une des bonnes façons, je trouve, de montrer aux gens comment il y a comment c'est pas subjectif ou des genres d'illusions, ces trucs-là, c'est de voir comment, même des choses sur lesquelles tout le monde sont d'accord dans la vie de tous les jours, c'est des choses qu'on a dû apprendre, puis qui peuvent avoir l'air à cause de ça. Mettons, donner un exemple, par exemple, le fait que je suis capable de voir les objets devant moi. Là. Comme je vois le bureau, là, puis je ne rentre pas dedans n'importe comment. Là, les gens, d'habitude, sont d'accord sur ces affaires-là. Puis, comme on a tendance à prendre ça pour acquis, là, comme si c'était évident qu'on voyait les objets, puis que, comme, ben oui, c'est objectif. Là, puis, par exemple, les trucs qui sont plus difficiles à voir, là, comme les vices, les vertus là, qu'on voit quand on monte la montagne, là, ça, c'est des illusions. Là. Comme, c'est que même juste comme les objets devant nous, ça aussi, il faut qu'on apprenne à les voir. En fait, les nouveau-nés ne sont pas capables de voir ça. Il y a des expériences qui le montrent aussi. Là. On peut répliquer ça en mettant des appareils spéciaux. Là. Comme je t'ai parlé déjà, je pense, Jonathan, mais un truc, tu mets un genre de casque là, avec une caméra dessus, puis là, ça te cache les yeux, mais ça te met une petite électrode sur la langue, puis là, ça donne des chocs électriques dépendamment de qu'est-ce qui frappe la caméra. Puis évidemment, au début, quand tu mets ça, ben, tu ne vois rien, là, puis là, tu frappes tout. Mais si tu pratiques, après une quinzaine de minutes environ, tu commences à être capable de voir comme des formes un petit peu grossières. Puis avec le temps, tu vois de plus en plus précisément des choses. Puis après quelques heures, les gens sont capables de se débrouiller, là, comme de marcher, là, même des fois d'attraper des objets. Mais c'est quelque chose qui prend de la pratique là, pour être capable de voir les objets. Puis ça, c'est une expérience que les humains peuvent répliquer, mais il y a des choses similaires chez les enfants aussi, là, comme ils passent pas comme tu n'es pas capable de voir tout de suite. Puis une fois qu'on a ça en tête, le fait de comment on apprend à voir parmi la multiplicité qu'il y a devant nous des unités d'objets qu'on peut manipuler. Ce genre d'expérience-là, une fois qu'on a l'intuition que ça se peut, là, on peut commencer à la remarquer dans plein de situations plus familières aussi. Là. Quand tu as donné l'exemple tantôt de quelqu'un que tu ne reconnaissais pas tout de suite, mais quand tu recommences à le reconnaître, tu vois l'unité derrière la personne. Puis un exemple que j'aime bien utiliser, là, puis qui montre bien l'effet de pratique là, dans tout ça, c'est quand tu regardes un sport que tu ne comprends pas. Par exemple, tu ne connais pas le jiu-jitsu brésilien, puis tu vas regarder un match de jiu-jitsu brésilien, puis tu ne verras vraiment pas qu'est-ce qui se passe. Mais ça veut pas. Puis, tu sais, là, il y a quelqu'un qui peut t'expliquer, ah, il est en train de faire ça, telle affaire, telle affaire. Toi, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais ça ne veut pas dire que le jiu-jitsu, c'est subjectif, là, comme il y a vraiment quelqu'un qui se fait étrangler. Puis, c'est juste que ça prend de la pratique pour réussir à le voir. Avec le temps, si, disons, tu pratiques, si tu peux écouter du monde qui en parle aussi, là, il peut y avoir un commentateur qui t'explique, OK, ça, c'est tel genre d'affaire. Puis là, ça peut cliquer dans ta tête que tout d'un coup, tu vois qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis avec le temps, tu développes une perception. Alors qu'au début, tu regardais un match, puis tu voyais juste comme, ben, au début, il y a deux personnes debout, puis à la fin, il y en a un qui
qui abandonnent. Oui, Ben, puis tu sais pas pourquoi. Ouais. Tandis qu'après un certain temps, tu es capable de voir tous les petits détails qui se passent. Mm. OK, telle personne est en train de faire exactement tel truc avec cette main-là, puis ce pied-là pour setter tel truc. Tu apprends à percevoir les choses. Mais ce genre de perception-là qu'on pratique dans notre vie de tous les jours de perception des objets, c'est vrai aussi pour des entités plus abstraites, puis qui sont tout autant réelles, là, comme le fait qu'on apprend à percevoir des récits. On va au cinéma, on se compte des histoires, on lit des livres pour être capable de percevoir des récits dans le monde. On apprend à percevoir les vices et les vertus de certaines personnes. On apprend à percevoir des lois, des principes de plus en plus abstraits que les enfants ne sont pas capables de voir, mais le fait qu'on doit apprendre quelque chose et que ça prenne beaucoup de temps, même que des choses qu'il y a juste des sens qui vont réussir à percevoir, ça n'empêche pas que ces choses-là sont objectives quand même, sont réelles, même si moi, je ne réussis pas à les percevoir, par exemple. Oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, les vertus et les vices, c'est une bonne façon d'aider les gens à comprendre. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, l'avarice ou tu sais, le désir de l'argent, disons, c'est quelque chose qui on a l'expérience de ça au niveau personnel, mais on est capable aussi de le reconnaître dans d'autres. C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un qui est sujet à l'avarice, on est capable de reconnaître de quoi ça a de l'air. Fait que le fait qu'on est capable de reconnaître de quoi ça a de l'air, ça veut dire que c'est un pattern qui existe dans la réalité, puis on est capable de voir les éléments se manifester à différents endroits dans le monde, puis de reconnaître que cette affaire-là, elle a une existence. Les anciens, ils diraient quelque chose comme il y a un démon de l'avarice, quelque chose, un être qui unit tous ces phénomènes-là ensemble. Il est invisible, là, tu sais, c'est pas, il est invisible. Ben, tu sais, Pas... toi, Jonathan, ton esprit est invisible. Je ne Oui, vois c'est pas ton ça. esprit. C'est-à-dire, tu vois mon corps, mais moi, disons, toute l'union de mon histoire, puis de mes pensées, puis de mes relations, bien, il n'est pas dans mon corps. Tu sais. Mais pourtant, c'est ça qui me constitue. Les gens qui m'aiment, l'amour que j'ai pour les autres, tu sais, la foi que j'ai aidé la vieille madame, toutes ces affaires-là constituent mon être, mais tu ne peux pas juste le réduire à ce qui est là. Tu Ouais, sais, ouais, c'est pas possible. ouais. De la même C'est la même façon, chose pour l'avarice, par exemple, dont tu es en oui, train de parler. exactement la même chose pour l'avarice ou pour des vertus comme la bonté ou comme la générosité. C'est des choses qui manifestent des patterns dans le monde, puis on peut reconnaître ces patterns-là comme ayant une unité qu'on peut nommer. On lui donne un nom, on dit c'est ça, puis on peut Ouais, voir que c'est réel. ouais. Mais une façon peut-être aussi que les gens peuvent le comprendre, c'est vraiment par rapport aux histoires. Parce que les histoires, c'est peut-être la façon où les gens ont le plus tendance à voir le symbolisme. Là, on est allé dans les affaires quasiment plus comme difficiles, en parlant de symbolisme au début. Mais les histoires, c'est peut-être l'endroit où on peut le voir le plus facilement. Tu peux imaginer le temps où les événements, comme la même chose quand j'ai parlé de la complexité dans une goutte d'eau, c'est-à-dire les événements, ils sont infinis. Genre, cette pièce ici, là, il y a plein d'affaires qui se passent. Mes cheveux qui bougent, mon vêtement qui tourne d'une certaine façon. Il y a plein d'affaires qui se passent, mais il y a juste certaines choses sur lesquelles je suis capable de porter mon attention. Pas juste capable, mais que j'ai envie de porter mon attention. Il y a juste certaines choses dont je vais me rappeler de ce qui se passe dans le monde en ce moment. Puis cette capacité-là d'attention puis de mémoire, bien, elle va se constituer, elle va comme organiser les événements dans une certaine séquence qui fait qu'après, si je monte en haut puis je vais parler à ma femme, je peux dire ah, j'ai fait un podcast avec Jean-Philippe, on a parlé de si, ça s'est bien passé, clic, j'ai réussi à contraindre un événement qui a duré 1 heure et demie puis qui a des millions de variables en une petite histoire qui dure quelques minutes puis qui réussit à contraindre les événements. Fait que ça, c'est une façon dont le symbolisme fonctionne, c'est-à-dire qu'on prend les événements puis on les compresse pour les montrer de quelle façon certains événements ils ont attiré notre attention, puis sont reliés ensemble dans leur causalité, pas leur causalité nécessairement mécanique, leur causalité de sens. Ces histoires-là, ben, ils ont tendance à. Il y a certaines histoires que ce n'est pas juste moi qui va me rappeler aujourd'hui, comme par exemple de faire le podcast avec Jean-Philippe. Je me surprendrais que dans un siècle ou dans 2 siècles, il y a des gens qui vont se rappeler de cette histoire-là. Mais il y a certaines histoires, parce qu'ils sont capables d'attirer l'attention de plusieurs personnes sur un plus long montant de temps, bien, ces histoires-là, on pourrait dire qu'ils sont quelque chose comme sont plus symboliques, parce qu'ils sont capables de contraindre plus le pattern de la réalité d'une façon que plus de gens, sur un plus long temps, sont capables de le reconnaître. Alors, ça veut dire que les histoires dont on se souvient à travers les siècles, ils vont naturellement devenir un peu comme des genres de petites révélations de comment la réalité fonctionne, par le processus même de comment les histoires se font.
Fait que quand on regarde les anciennes histoires, les histoires religieuses, les histoires mythologiques, les contes de fées, les histoires qui ont duré longtemps, là, on peut déceler, ça peut être comme un genre de reverse engineering de la réalité, où ça peut t'aider maintenant à utiliser ça comme une genre de carte pour ensuite regarder les autres événements, puis les interpréter à travers les clés que ces anciennes histoires-là nous donnent. Oui, oui. C'est super bien. Je sais comme pas trop quoi rajouter. Disons, je dirais que par rapport à ça, ce qui est important, c'est qu'il y a des gens qui ont pu penser ça dans le passé, que c'est comme au niveau psychologique. On a beaucoup parlé, disons, de la psychologie des contes de fées, la psychologie de la mythologie. Freud, Jung, ils ont fait des interprétations psychologiques pour montrer la façon dont les contes de fées ou les anciens mythes, ils vont manifester le psyché humain dans leur structure. Puis ça, totalement, il n'y a aucun problème avec ça. On est totalement d'accord avec cette idée-là. La seule différence, c'est que nous, on veut amener ça un niveau de plus. C'est-à-dire qu'à cause de la question, la relation entre l'attention et la façon dont la réalité elle se manifeste, l'intelligence, la conscience, puis comment elle contraint les phénomènes, bien à ce moment-là, ces structures-là ne deviennent pas juste les structures du psyché humain, mais ils peuvent nous manifester la structure de la réalité elle-même, la réalité telle qu'on peut la percevoir. Parce qu'il n'y en a pas d'autres réalités. C'est-à-dire, il y a des gens qui essayent il y a certaines personnes qui essayent de parler d'une autre réalité dont on ne peut pas percevoir, mais même s'ils font ça, ils le font toujours à travers tout le complexe d'intelligence et de perception dans lequel ils sont incorporés. Ouais. C'est tentant quand, par exemple, on voit une multiplicité d'histoires dans lesquelles on ne voit pas clairement de hiérarchie, puis là, de voir, OK, ben, si j'étais né dans tel genre de civilisation avec tel autre genre d'histoire, ben, je ne percevrais pas les choses de la même façon. Fait que c'est tentant de vouloir dire qu'il n'y a pas, disons, d'histoire supérieure, qu'il n'y a pas de pattern comme ultime puis réel derrière toutes ces histoires-là qui les rassemblerait. Mais je pense que ce serait le même genre d'erreur que de penser quand, par exemple, quelqu'un qui apprend à voir le jujutsu, qui ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe, là, de penser que le jujutsu, c'est pas réel, là, Oui, que c'est c'est ça. subjectif, c'est juste que tu l'as pris à telle place, tu l'as pris à telle autre place, c'est très l'autre genre. Comme ce ne serait pas le même jujitsu, par exemple, là, mais il y a quand même une hiérarchie dans tous ces trucs-là. Puis il y a quand même disons, des moves, c'est quand même possible de recevoir, c'est quand même possible de percevoir mieux que d'autres personnes. Il y a quand même des vrais patterns dans le jujitsu. Oui. Il y a une hiérarchie. Il y a des athlètes qui comme, gagnent toutes. Qu'est-ce que tu Oui, veux? Il y en c'est a qui sont ça. vraiment Ça meilleurs. se manifeste vraiment. Là. Mais Ouais. tu pourrais dire quelque chose comme dans le jiu-jitsu, il peut y avoir une variété de stratégies qui va se manifester. Puis Ouais. disons même pas juste dans le jiu-jitsu, mais dans le combat en général, il peut y avoir des variétés de façons d'approcher le combat. Il va y avoir certaines variétés qui vont réussir plus que d'autres. Puis c'est sûr qu'on va porter attention à ces variétés-là plus que d'autres. C'est la même chose dans les histoires, c'est-à-dire que dans les histoires, dans toute l'humanité, la façon qu'ils se sont présentées à nous, il y a une variété qui existe, mais il y a aussi des contraintes réelles, comme dans le combat. C'est-à-dire, si moi, je m'en vais au combat, puis là, je ne sais pas, moi, je sors un bol avec de la farine puis de l'eau, puis je commence à faire ça, mais je ne vais pas gagner le combat. Pourtant, ce geste-là, faire ça, c'est totalement utile dans d'autres contextes, mais il y a comme une contrainte à la réalité du combat qui fait qu'il y a certains gestes qui ne vont jamais être posés dans le combat, puis il y a certains gestes qui vont l'être. Mais c'est la même chose dans l'histoire puis dans l'attention humaine. C'est-à-dire qu'il y a des réalités universelles qui vont mener l'attention humaine, qui vont faire que dans toutes les cultures, il va y avoir et de la ressemblance entre les histoires, il va y avoir des patterns qui vont se manifester universellement, et aussi de la variété, dépendamment d'où vient l'histoire puis dans quel contexte elle se manifeste. Puis, un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, c'est ça même le pattern de la réalité dont on parle depuis le début. C'est la relation entre l'unité et la multiplicité, c'est-à-dire la capacité que la multiplicité peut exister, mais qui est quand même unie dans des patterns qui les transcendent. Puis de temps en temps, on peut avoir des intuitions qui vont unir, tu sais, comme une histoire, que tu entends une histoire, je ne sais pas moi, de Chine ou tu entends un conte de fées d'Afrique. Puis là, tu réalises, oh, c'est la même structure qui est là dans les histoires. Pourtant, ils sont distancés de plusieurs siècles puis de milliers de kilomètres. Mais c'est possible de voir des fois au-dessus, de voir comment ils sont unis dans une même façon d'organiser les faits ensemble pour donner une histoire. Oui, puis l'analogie avec le jujutsu est bonne aussi pour comprendre comment,
disons, les meilleures histoires se propagent, là, ou les histoires qui vont aller chercher plus loin le pattern de la réalité, ben, quand différentes cultures se rencontrent, ben, ils partagent leurs histoires. Quand différents individus se rencontrent, ils partagent leurs histoires. Puis là, c'est parmi tout ça, parmi cette multiplicité-là, il y a des meilleures histoires qui vont émerger, disons, comme des histoires qui assemblent plus de multiplicité, qui vont ils vont sortir, qui vont attraper plus l'attention des gens parce que c'est plus proche de la réalité. Puis ces genres d'histoires-là vont continuer comme de grandir. Fait que ça explique pourquoi on peut avoir de la multiplicité, comment des histoires peuvent comme évoluer avec le temps, puis comment, quand on apprend des histoires, quand on voit des histoires qui sont très vieilles, même s'ils viennent de des peuples très loin, il y a quand même un paquet de patterns qu'on va aller rechercher qui sont très similaires. Fait que, ouais, c'est comme le jujitsu, là. Disons qu'il y a des gens qui font de la lutte à une complètement autre partie du monde, mais qui sont quand même contraints par la même réalité, là, de devoir s'étrangler. Ben, tu vas arriver quand même à deux genres de systèmes qui seront moins différents que ce qu'on pourrait penser. Fait que le fait, disons, qu'on puisse regarder c'est quoi l'impact psychologique de certaines histoires, qu'on puisse regarder que différentes cultures ont différentes histoires. Cette multiplicité-là n'empêche pas le fait qu'il y a une unité réelle derrière, puis qu'il y a une réalité non seulement psychologique aux histoires. Puis, ce à quoi on va en venir aujourd'hui, on est resté, disons, on est resté dans les concepts un peu plus élevés. Mais ce à quoi on va en arriver tranquillement, vous allez voir, c'est que tous les trucs que vos profs de cégep vous ont dit qui étaient stupides, toutes les affaires qui vous ont dit que c'était juste des superstitions à laquelle il fallait se dissocier, on va être capable de vous les expliquer et de vous montrer comment il y a des cohérences dans des fois des endroits extrêmement surprenants, dans des histoires qu'on vous a dit que c'était juste des niaiseries, des histoires de grand-mère, qu'au contraire, il y a de la cohérence qui est cachée dans ces histoires-là. Puis, à cause qu'on n'essaie pas de voir le monde juste au niveau matérialiste, bien, la cohérence, elle ne se manifeste pas nécessairement au niveau genre de la matérialité la plus brute. Mais juste à cause qu'elle ne se manifeste pas à ce niveau-là, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une cohérence à un niveau plus haut. Puis des fois, même des choses surprenantes comme des fois des rumeurs bizarres ou des légendes urbaines, toutes ces choses-là, ils vont, malgré qu'ils peuvent être totalement absurdes dans leur factualité, ils vont quand même manifester le pattern de la réalité. C'est ça qui va arriver. Fait que tu vas pouvoir voir, même en écoutant une légende urbaine qui est absolument fausse, ou je ne sais pas moi, une conspiration qui est totalement loufoque, si tu portes attention à cette histoire-là de la bonne façon, tu vas être quand même capable de déceler des patterns, une clé pour comprendre ce qui se passe d'une autre façon que si tu t'attardais juste à la factualité. Mais ça ne veut aussi pas dire que les choses factuelles ou les histoires factuelles, ils ne participent pas non plus à ce pattern-là. Oui, nécessairement. C'est-à-dire que même les choses factuelles ou les histoires qu'on raconte qui sont factuelles, ils doivent nécessairement avoir une structure symbolique par le fait qu'on a mis une causalité entre les différents faits, qu'on les a reliés ensemble dans un récit, qu'on a un début, qu'on a une fin, puis qu'on a comme un développement dans le centre. Bien, ça fait que cette structure-là, elle va aussi participer à la même structure que Blanche-Neige et les sept nains ou qu'une histoire dans un mythe ou une histoire dans la Bible. C'est ça qu'on veut, on va vouloir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, qu'on va vouloir explorer avec vous. On voulait mettre les bases un peu, vous expliquer comment que ce qu'on dit, c'est basé un peu dans les derniers développements scientifiques par rapport à la science de la conscience, par rapport aux murs que sont frappés les physiciens, puis aussi les gens qui essayent de comprendre la place de l'intelligence ou de la conscience dans la réalité, mais que finalement, on va en arriver à pouvoir parler de La Belle au bois dormant ou de Homère ou des anciens récits ou du dernier film de Marvel ou de n'importe quoi dont vous voulez qu'on parle. Vous allez pouvoir avoir des clés pour trouver disons, ce qui est caché derrière les phénomènes qui peuvent nous sembler même arbitraires. Ouais, parfait, ça. Ben, c'est ce qui conclut notre premier podcast. C'est une bonne conclusion. Fait que merci Jonathan, merci tout le monde, puis on va revenir dans le prochain épisode. Super. À bientôt. À bientôt.